des risques, je signe. Voilà. Donc, tout ça pour expliquer que l'hôpital s'est transformé en train fantôme de l'horreur. Toutes les 30 secondes, il y a quelqu'un qui vient vous expliquer, ouais, si vous faites pas ça, l'enfant va mourir. Alors si vous faites pas l'échographie, vous vous rendez compte, ça va être un trisomique, ça va être un ceci, ça va être un cela. Si vous faites pas la vitamine D, c'est le rachitisme, la vaccination et je sais pas quoi. Il va avoir ceci, il va avoir cela, mais il va mourir. Mais c'est hallucinant, hallucinant. À un moment donné, on se pose des questions. Par contre, il y a personne qui va vous pousser sérieusement à allaiter le bébé. Peuvent pas. Le système, il fonctionne pas pour l'allaitement du bébé. Les femmes travaillent. C'est impossible. On ne peut pas allaiter le bébé. C'est 3 mois, point. En Scandinavie, c'est plus. Il y a plus de congés maternité. Mais si on prend 2 ans de congé maternité, il n'y a plus de carrière professionnelle. Donc, là, il y a un blocage. Il y a un modèle social qui bloque et qui impose un traitement médical qui va avec le modèle social. Sauf que le lait maternel, je cite un petit peu ce qu'il contient, c'est sa composition, notamment le colostrum des 3-4 premiers jours, de la première semaine, puis le lait lui-même, c'est un élixir de jouvence. C'est quelque chose d'extraordinaire. On ne sait pas aujourd'hui ce que contient le lait maternel. On ne sait pas tout. Il faut être clair là-dessus. Donc, comment avoir le culot de me vendre du Gigose en m'expliquant que c'est excellent? Ils savent pas ce qu'il y a dans le vrai. Alors, ils peuvent pas me dire qu'ils ont fait un truc équivalent. Bon. Donc, et il n'y aura certainement pas de cellules immunitaires, macrophages, immunoglobulines de toute la liste, etc. Il n'y en aura pas. Parce que ça, il n'y a que le système immunitaire qui sait le fabriquer. Donc, certainement pas les cochonneries de plâtre là qui vous vendent de Gigose pleines d'anti-agrégants en aluminium. C'est de l'aluminium, vous faites bouffer à votre enfant de l'aluminium. Bravo, super, très bien. Bon, bref. Donc, on vous pousse à faire des injections de produits chimiques, on vous empêche ou on vous pousse pas à lui donner des produits naturels gratuits. Je parle aussi des couches, etc., des couches lavables, qui permettent l'aération et la diminution de traitement d'eau avec les pommades pour les rougeurs, qui permettent de garder les testicules à température inférieure à 37 degrés, etc., d'où les mauvais scores des spermogrammes modernes qui ont chuté, et avec des infertilités gravissimes. Gravissimes, aujourd'hui, c'est très grave. Enfin bon, bref. Je fais le tour de la question et je suis passé par là et j'ai vu comment fonctionnait le système. Et en fait, c'est un système qui est bancal. Vous savez, ils ont des certitudes, mais elles ne sont pas si puissantes. Parce qu'il suffit de leur poser 2-3 questions, le type il bug. Ou la femme en face de vous, elle bug. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ça fait 30 ans, merci, ça fait 30 ans qu'ils font quelque chose et ils se sont jamais posé la question du pourquoi. Je vais vous donner un exemple, ça m'est arrivé personnellement. Je voulais donner à mon fils de la vitamine D, je crois. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est la vitamine D. Je lui dis, je peux voir les excipients, s'il vous plaît? Je veux voir ce qu'il y a dedans. Vitamine D, d'accord, ok, il n'y a pas de souci, on sait ce que c'est. Je vois, je dis, il n'y a rien. Alors, je lui dis, écoutez, moi, je veux vérifier, c'est tout, je veux juste voir, voilà. Je dis, pour moi, la vitamine D, il y en a dans le lait maternel, il suffit, voilà, il y a le soleil, il y a plein de trucs, bon, bref. Je trouve que ça me paraît pas très logique de donner de la vitamine D à un nouveau-né, parce que sinon il faudrait donner de la vitamine D à tous les animaux dans la forêt aussi. Parce que, parce que eux aussi ils vont manquer de vitamine D, tout le monde va manquer de vitamine D. Ils montent dans les arbres, ils ont des os, ils risquent aussi, les poissons, tout ça. Il me regarde, tout ça, je dis, ouais, je dis en plus les exceptions, moi je fais pas confiance, ils mettent plein de trucs, ça fait des problèmes et tout ça. Vous savez ce qu'il me dit? Il dit, oui, c'est vrai, vous avez raison, l'année dernière, il y a 2 ans, on donnait la DEC, et ça faisait des convulsions, on a arrêté. Je vous jure, promis, juré, c'est vrai. Et je vais chez un copain pharmacien, je lui dis, tiens, de la DEC, il me dit, oui, c'est commercialisé encore. Qu'est-ce que c'est que ce monde? C'est pas dégénéré, tout ça? C'est quand même grave. Donc l'hôpital, donc ce qu'on comprend par là, c'est qu'il n'y a pas de système de pharmacovigilance qui fonctionne, parce que normalement l'hôpital doit tout de suite déclarer un système. C'est un système de pharmacovigilance. Chaque hôpital, tous les hôpitaux, tous les centres de soins, ils ont des fiches spéciales. Tout de suite on alerte, on dit qu'il y a tel problème, tel jour avec tel patient, avec tel produit, ça remonte, etc. Ils font des études, ça fonctionne pas, pipeau.
ça commercialise, ça continue de commercialiser, le type il se pose même pas de questions. Enfin, c'est ahurissant. Voilà, c'est tout. Et tout ça, alors, tout ça, c'est pourquoi tout ça? C'est pour votre bien. Comme ça, vous vous portez bien, vous consommez bien, vous vivez bien, vous votez bien, et que ce cirque continue encore longtemps. Et je lui dis, d'accord, c'est très bien, c'est gentil de votre part. Maintenant, il s'agissait du test de Guthrie. Vous trouverez ça dans le livre, du test de Guthrie, test génétique, qui n'est rien d'autre qu'un fichage génétique par une entreprise privée. Il y a 30 millions d'enfants français aujourd'hui qui sont fichés par le test de Guthrie. Et le test de Guthrie, c'est pour détecter 3-4 maladies rares, 5-6 maladies rares plus exactement. En fait, c'est 6 mais 5 parce que une ne concerne que les Africains. Bon bref, le truc falciforme, là, le bidule, enfin bon bref. Et il y avait une chance sur 300, enfin de l'avoir, tout ça. Et je lui dis, le cancer, il y a 10 fois, 15 fois plus de chances que je le chope. Qu'est-ce que vous me proposez? Rien. Rien, je dis, c'est pas plus urgent de trouver des solutions pour le cancer au lieu de nous injecter tous ces trucs-là? C'est pas plus intelligent de porter ces efforts sur les 145 000 morts annuels, 340 000 nouveaux cas annuels, donc l'année d'après c'est 680 000, après c'est 920 000, après, etc., etc. C'est quand même grave. Les gens sont en train de mourir dans les hôpitaux, c'est juste en dessous, en haut, dans le service cancéro, ils sont en train de crever. Qui fait quoi pour ces cas? Rien. On a perdu la guerre contre le cancer, puisqu'on ne soigne pas le cancer. Puisqu'une étude australo-américaine explique, elle a été publiée par le docteur Alain Scoy, qui explique que l'espérance de vie au-delà de 5 ans pour toutes les chimiothérapies est de 2,7% ou 6%. Au-delà de 5 ans. À dire, ah oui, en prenant 2-3 ans, vous êtes vivant, oui, je suis guéri. Mais vous passerez pas les 5 ans, pour une grosse partie. 97% en général, c'est un petit peu la majorité. Hein. On gagne une élection à 97%. Donc je pose cette question, pas de réponse. Donc je le remercie pour toute sa gentillesse. Et je refuse cette mascarade, parce que, in fine, quand il y aura un problème, un gros problème avec votre enfant, il n'y aura plus personne. C'est fini. Les portes sont fermées. Donc, voici le chapitre Big Pharma, qui est un chapitre assez croustillant aussi, qui démontre bien que on croit vivre dans une société de progrès, de science, la modernité. En fait, c'est faux. Il n'y a rien de scientifique, c'est que des croyances et des dogmes. C'est comme la religion, c'est pareil. Sauf que la religion n'impose à personne de piquer quoi que ce soit. Elle a rien. La religion, c'est un culte personnel avec son Seigneur, c'est tout. Faut pas mentir, faut pas, voilà, c'est des trucs comme ça. Là, on vous dit, non, c'est obligé, c'est obligé. Vous savez ce qu'ils font? Ils prennent la femme qui vient d'accoucher, qui est en fragilité. Imaginez une césarienne ou une épisiotomie. Elle a quand même des points de suture, en veux-tu, en voilà. Elle est fatiguée, elle a passé un sale quart d'heure. Et vous savez ce qu'on lui dit quand elle refuse? Je vous jure, je plaisante pas. Hein. On va appeler le procureur, madame. C'est monstrueux. C'est quoi le rapport? Quel procureur? Mais ça va pas la tête. Vous voyez, enfin. Et pour Badoff, il n'y a pas un procureur de libre là? C'est quoi le truc? Alors ils essayent de semer la graine de la discorde dans le couple, entre le mari et la femme. Oh là, c'est extraordinaire. Tout de suite, non. Après, la femme, au départ, elle est d'accord avec son mari, avec son époux, ils sont d'accord, ils ont compris, etc. Mais on n'est plus dans une situation normale. On est à l'hôpital, on est fatigué, elle vient d'accoucher, voilà, bon, le petit, il y a on est fatigué, en situation de fatigue, c'est une technique de torture connue, hein, en situation de fatigue, on est plus malléable. Donc, voilà, c'est aussi manque de sommeil, ça s'appelle, c'est le principe même d'une garde à vue. On fait manquer de sommeil au gars pour qu'il craque un petit peu. Donc, et il profite de ça. Il profite de ça, pourquoi? Pour vacciner. Mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Donc, on est vraiment, c'est des genres de, vous savez, c'est comme les témoins de Jéhovah. Pareil, c'est tous des petits témoins de Jéhovah avec leurs petits trucs, là, ils arrivent avec leur doctrine, là, ils disent, non, il faut. Ah bon? Oui, mais, non, il faut. Attendez, vous avez vu ça? Alors, si vous êtes vraiment sûr de vous, vous connaissez votre sujet,
vous parlez bien, etc., vous les perturbez. Vous les perturbez, mais grave. Voilà. Parce que j'ai fait des gros dégâts là-bas. J'ai distribué des trucs et tout, j'ai fait des très gros dégâts. Par contre, si vous n'êtes pas bien, c'est pas votre domaine, et ma foi, encore heureux, on n'est pas tous calés en médecine, etc., ils vous mangent. Ils vous croquent tout cru. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils appellent tout le monde. Il y a tout le service qui vient. Hein. Pourquoi vous voulez pas le Guthrie? Mais ça va pas, mais comment? Mais si, il faut le Guthrie, mais vous vous rendez compte s'il a ça? Je m'en fous, c'est mon problème. De quoi je me mêle? Je m'en fous. De quoi je me mêle? C'est votre fils? Vous allez le nourrir jusqu'à 18 ans? Non. Alors de quoi je me mêle? Occupez-vous de vos affaires. Vous m'avez proposé, c'est fini. Merci. Pourquoi cette pression psychologique? Pourquoi ce chantage? Là, on n'est plus dans la médecine. On a quitté la médecine. On est dans le chantage psychologique. Oui, mais il va mourir, il va... Oh, si on n'est plus dans la médecine, moi je m'en vais. Bon, vous êtes ici pour répondre à des questions médicales, à détecter des symptômes, pour trouver l'étiologie, pour me soigner. Vous n'êtes pas ici pour me faire peur, monsieur. Il a une chance sur bidule d'avoir des maladies rares. Soignez déjà le diabète, l'hypertension, l'autisme avec des chiffres astronomiques. On était à 1 sur 10 000 naissances, on est à 1 naissance sur 300 filles autistes et 1 naissance sur 150 garçons autistes. Ça vous intéresse pas de soigner cette maladie au lieu de venir nous emmerder avec votre Guthrie? On n'est plus dans la maladie rare à 1 naissance sur 150. Hein. Par contre, il n'y a pas de test pour l'autisme. Et toutes les maladies auto-immunes qui sont en train de sortir, le Crohn, etc., c'est le corps humain qui est en train de s'attaquer lui-même. Et on sait que c'est la vaccination. Bref. On voit au niveau de la santé, les travaux du docteur Rick Girdhammer, les travaux de Sabat sur la biologie totale. Très important ça, hein. C'est hyper important, c'est capital. C'est vraiment... C'est d'autres optiques, d'autres réflexions. Les travaux sur la vitamine B17, la médecine aux plantes, la médecine chinoise, ça marche très 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 bien. Hein. L'argile, alors là franchement, je le mets dans le DVD aussi, le livre sur l'argile, c'est inouï. Vous prenez n'importe quelle diarrhée, vous prenez le matin, vous prenez 2 cuillères à café dans de l'eau, vous buvez ça, le soir c'est terminé. C'est terminé. Il ne pourra rien vous arriver, pas d'effet secondaire, rien, c'est de l'argile. Prenez d'abord une rayonnée de surfine, vous mélangez bien, ça passe tout seul, c'est hyper efficace. Le type qui m'a filé le livre sur l'argile, c'était un vieil homme qui est décédé malheureusement aujourd'hui, dont je salue la mémoire, et qui est mort de l'amiante au passage, puisqu'il travaillait dans le naval. Et ce type, on lui a condamné ses genoux il y a 20 ans. Et on lui a dit, c'est fini, l'arthrose, vous ne pourrez plus marcher. Il s'est fait des cataplasmes d'argile, je vous jure, il m'a ramené ce livre en courant. Je l'ai vu courir, 15 ans après. Donc il y a des choses à faire avec tout ça. Et tout le monde le sait, les animaux, quand ils sont blessés, vont faire des bains d'argile. Tout le monde sait ça depuis longtemps, comme toujours. Le charbon végétal activé, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est une molécule, par exemple, c'est un antipoison redoutable. Redoutable. Parce que c'est du charbon qui est extrêmement poreux. Un gramme peut contenir 100 grammes de matière. Il absorbe tout. C'est ce qu'on utilise pour le mercure, c'est ce qu'on utilise pour tout. Donc le charbon végétal activé, il faut toujours en avoir chez soi. Renseignez-vous là-dessus. C'est ça le charbon végétal activé. Regardez la microstructure, c'est impressionnant. Ça absorbe tout. Vous prenez n'importe quel... Vous prenez du l'argent végétal, vous prenez n'importe quel vaccin... tiens, c'est un beau lapsus ça. Vous le prenez n'importe quel poison, vous arrivez à rien. Rien. C'était prouvé. Hein. Le chlorure de magnésium, les cures de chlorure de magnésium, ça c'est très important. L'argent colloïdal, c'est un antibiotique, antifongique, antiviral extrêmement puissant. La vitamine C, c'est les travaux du double prix Nobel Paulus. Pauling, Linus Pauling, Loïc Leribaud et le G5, le plasma Quinton qui a sauvé des milliers d'enfants. Le plasma Quinton au début du siècle dernier, c'est de l'eau de mer, 2 volumes sur 5 d'eau de mer, 3 volumes sur 5 d'eau de source. Point final. Filtré, c'est tout. Ça, c'est exceptionnel, ça. Hein. Ça, vous envoyez ça en Afrique, il y a plus de choléra. Il y a plein de choses comme ça, beaucoup de choses comme ça. Et ça existe. Quinton, je crois qu'il y a une vidéo qui traîne,
À son décès, je crois qu'il y avait 1000 ou 5000 personnes. C'était un héros national, René Quintan. Alors ça, c'est le professeur Antoine Béchamp, et c'est un concept biologique radicalement opposé au paradigme actuel. C'est les microzymas. Il était en compétition avec l'imposteur Pasteur, et maintenant on a trouvé des structures qu'ils appellent les nanobes. En fait, c'est ce qu'on pense être les microzymas. Les microzymas, c'est des microstructures qui font la biologie. Et là, je ne peux pas vous en parler parce que ce serait trop lent. Renseignez-vous. Mais c'est quelque chose de fou. Ça change tout, là. Hein. Il n'y a plus rien qui fonctionne du système ancien. Et ça se comprend d'ailleurs. Voilà, c'est ce que ça serait. L'argent colloïdal, c'est un des antibiotiques les plus puissants. Ce livre, je l'ai mis aussi sur le DVD, et parce qu'il est introuvable, il est épuisé. Il vous explique comment fabriquer, donc, et à quoi ça sert, sur quel type de posologie, etc. Et ça, c'est la machine d'argent colloïdal. On met deux tiges ici, on fait fabriquer, bon, ça tourne, on fait à 15-20 ppm partie par million. C'est extrêmement puissant. Il y a des études scientifiques qui ont été faites sur le sujet. C'est utilisé depuis très longtemps. Ça a été abandonné pour nous faire croire aux nouvelles technologies d'antibiotiques qui coûtent des milliards, qui ne servent strictement à rien. Il y a même un ami que j'ai invité, que j'ai poussé, qu'on a fabriqué la machine. Il a réussi à la fabriquer en France et qui va être commercialisé bientôt. Et c'est un modèle comme celui-là perfectionné. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très, très, très intéressant à avoir près de soi, quoi, dès qu'on est malade. Moi, je l'ai testé, j'ai acheté la machine aux États-Unis. Franchement, c'est impressionnant. Vous prenez un chalazion dans l'œil, vous prenez des atteintes, tout ce qui est peau. Tout ce qui est peau, c'est redoutable. Une infection quelconque. Jeudi dernier, j'ai un ami qui me dit je sentais que j'allais tomber malade avec la gorge et tout. J'ai pris un verre. Le lendemain, j'avais plus rien. Et bon, de toute façon, il faut lire le livre, il faut voir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je crois que la situation est vraiment très très grave. Elle est extraordinairement, vraiment grave. Je voulais juste vous montrer, parce qu'il faut arrêter les bêtises là. Il faudrait commencer à s'intéresser à ce qu'on utilise, parce que ça va pas du tout là. J'ai pris plein de trucs que j'avais chez moi, notamment un Sanex Formen, dermo-hypoallergénique, gel à raser classique, garde la peau saine, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un gel à raser. Avant, les gens, ils utilisaient du savon de Marseille avec un blaireau, et c'était bon pour raser, c'était parfait. Maintenant, on nous met des trucs ultra modernes, avec des designs ultra modernes, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ingrédients. Bon, malheureusement, c'est écrit en espagnol, ou je ne sais quelle langue, il y a de l'allemand, c'est n'importe quoi. Bon, de l'eau, de l'acide palmitique, triéthanolamine, c'est une base, ça, pour équilibrer un acide. Palmitate sorbitane, isopentane, sorbitol, isobutane, PEG4-rapsédamide, hydroxyéthylcellulose, PEG2M et BHT, butylhydroxytoluène. C'est le E321. Donc, première chose, est-ce que ce que je viens de lire a le nom d'un savon pour se raser? Non. C'est de l'huile, ça pourrait être un produit pour moteur, pour mécanique, pour électronique, je sais pas, mais tout sauf un savon de rasage. Le BHT 321, antioxydants de synthèse pouvant provoquer des réactions cutanées, des troubles du système reproductif et sanguin. Je vous prierai de noter le système reproductif et sanguin, des cancers ont été observés chez les animaux de laboratoire. C'est le même que le BHA, butylhydroxyanisole. À éviter. Ok. Je prends, maintenant, je me suis rasé, je me suis fait tout beau. Je fais mettre mon déodorant Axe.
Qu'est-ce qu'il y a dans le axe? Ingrédients. Alcool, butane, isobutane, propane, parfum, propylène glycol, polyaminopropyl biguanide stéarate, alpha-isométhylionone, amylcinamal, butylphénylméthylpropional, citral, citronellol, hexylcinamal, limonène, linalool. Bon, toujours pareil, Unilever, hein, c'est toujours la même boîte pratiquement qui fabrique ces merdes. Donc, est-ce que ça semble être un déodorant, ça, un parfum? Franchement, non. C'est un produit chimique. Et c'est pas du tout du parfum. Voyons voir ce que fait Carrefour avec ses savons de douche. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah ben, allons voir, allons chercher. De l'eau, sodium lauréate sulfate, cocamidopropyl, bétaïne, parfum, lauryl, polyglucose, PPG, 1PEG, 9-lauryl, glycol éther, sodium, chloride de sodium, propylène glycol, polyquaternium 7, acide citrique, vanille, extrait, jasmin, huile, sorbitol, méthylchloroisothiazolinone, méthylisothiazolinone, alpha-isométhylionome, excusez-moi, j'ai le nez bouché, j'ai du mal, amylcinamal, benzylsalicylate, hexylcinamal, butylphénylméthylpropional, limonène, CI 17200, CI 16035 et CI 42090. Est-ce que ça, c'est du savon? Tapez saponification sur Internet, vous verrez ce que c'est que le savon. Il y a 2 ingrédients, il y a de la soude et un corps gras. C'est tout. C'est tout. Et avec 2 façons de fabrication, à chaud ou à froid. Pardon. Donc ça, c'est pas du savon. Ça, c'est une connerie, mais c'est surtout pas du savon. On va prendre un autre déodorant, Rexona Men, Cobalt Blue. Cobalt, ça aurait dû m'empêcher d'acheter cette saloperie. C'est toujours Unilever, hein, qui fabrique. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Butane, isobutane, propane, cyclométhicone, aluminium, chlorhydrate d'aluminium, parfum, dystérodimonium, hectorite, cornstarch modified, mannitol, BHT, butylhydroxytoluène, hein, le fameux truc qui empêche qui diminue la fertilité, acide citrique, sodium ascorbate, calcium disodium EDTA, benzylsalicylate, butylphénylméthylpropional, coumarin, benzylbenzoate, citronellol, eugénol, limonène, linalol. Ok. Bon. Il y a le parfum juste au-dessus du BHT. Il y a l'aluminium, le chlorhydrate d'aluminium qui empêche la transpiration, mais à la rigueur, on pourrait accepter ce concept. Mais tout le reste, il est là pour quoi faire? Tout le reste, c'est... Bon, on va aller à la nourriture. Mayonnaise, maille, moutarde à l'ancienne. Ça a l'air d'être bon, ça, à l'ancienne. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a de l'E224. Voyons voir ça. E224. E224. Qu'est-ce que c'est que le E224? C'est du sulfite. Le sulfite, toujours pareil, c'est ça le sulfite. Troubles digestifs, allergies, contre-réflexe de la vitamine, endommagement d'ADN, etc. Ok. Labora, on en a déjà parlé, hein, la Picalili, pareil, hein, la même saloperie, les mêmes cochonneries qu'il y a dedans, E224 sulfite, et E1422, qui peut être dérivé du maïs transgénique. Je prends une autre moutarde. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
du disulfide de potassium, c'est le E224. Encore une saloperie. Donc vous commencez à imaginer les quantités de saloperies qu'il y a dans nos nourritures. Là, je vais prendre une purée classique. Purée mamie gourmande, avec une belle photo à l'ancienne, la mamie, le truc. Mais il n'y a rien de à l'ancien, là. Là, c'est un truc, c'est une boucherie, là. Il y a le E471. Il diminue le volume des testicules. Le E450i diminue la fertilité. Le E223, c'est des sulfites. Le E320, c'est du BHA, dont on a parlé tout à l'heure, qui diminue aussi la fertilité, qui est interdit au Japon. Et le E330, qui est l'acide citrique, c'est le seul qui soit acceptable, c'est du citron, si vous voulez. Donc, rien que là, nous avons 3 additifs alimentaires qui diminuent la fertilité. Là, 1%, c'est des additifs. Donc, dans 500 grammes ici, dans 500 grammes, vous avez 5 grammes de saloperies, de poison, qui vont diminuer votre fertilité. Là, l'affaire est très sérieuse. Hein, c'est très 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 sérieux là. Hein, c'est pas une plaisanterie. Hein. Je vous remontre le chewing-gum Hollywood Style pour juste vous montrer les conneries qu'il y a dedans. En dehors des édulcorants qui font des trous dans le cerveau, tout le monde le sait. Mais regardez toutes les saloperies E321, E171, E131, E129, etc. Donc c'est génial. Pardon. Je voulais vous parler aussi des médicaments. Là, vous avez le Dafalgan, paracétamol. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de l'E122 azorubine et du dioxyde de titane E171, que vous trouvez aussi dans des capsules de café. Du dioxyde de titane. C'est quand même un truc de malade. Je veux prendre un médicament ou un café, pourquoi je me retrouve avec du dioxyde de titane? C'est un produit dont on ne connaît pas les effets sur l'organisme. Dans le dextropropoxyphène paracétamol, c'est-à-dire le diantalvic, dialgirex, etc., qu'est-ce qu'on a? On a du E464, hydroxypropyl méthylcellulose. Le E464, on va le chercher dans le petit livre de Corinne Bouger. E464, c'est quoi? E464, l'hydroxypropyl, et voilà. Épaississant, agent de charge, pour additifs, poudre blanche dérivée de sous-produits du coton, utilisée dans des vernis de lac. De scientifiques ont dénoncé cet additif comme pouvant être cancérigène. Mais il est encore toléré, vendu, il est encore autorisé. Donc c'est un produit cancérigène qui est autorisé dans le médicament. Voilà. Donc vous prenez un médicament, il va vous enlever la douleur, mais il va vous mettre une saloperie dans votre organisme. Donc tout ça pour dire que juste là, dans ces saloperies, qui vont finir à la poubelle, direct, parce que là c'est pas possible, là c'est grave, c'est très 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 grave. On ne peut pas accumuler autant de poison. Après on se demande pourquoi il y a autant de cancers. On se demande pourquoi il y a autant de cancers en France et en Europe. Et on se demande pourquoi la fertilité a diminué, notamment chez l'homme qui possédait à peu près 100 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme dans les années 50. Il en a actuellement 50 millions. Pour connaître la qualité des spermatozoïdes, il faut en connaître le nombre, mais aussi la mobilité et la forme. Il faut qu'ils soient un maximum en bonne santé, en bonne forme et très mobile, très actif. Ce qui est logique, puisque leur but c'est de faire un trajet, et c'est quand même indispensable. Et là, actuellement, on dit qu'en Occident, en France, on perd 3% de ces spermatozoïdes par an. Donc si on calcule en 33 ans, on arriverait à quoi? À 0. Tout ça donc explique pourquoi il y a énormément de
actuellement de difficultés dans les couples à avoir des enfants. Beaucoup de femmes utilisent des produits tels que le Fostinol, le Purgan, le Gona, etc. Et qui ont donc du mal à avoir des enfants. Et pour ce faire, donc, on leur injecte des produits. Et en fait, il y a eu un scandale dans les années 50, 60, 70, ou plutôt 70, mais bon, c'est un produit qui s'appelait le Distilben, qui a été donc prescrit à 200 000 femmes, hein, donc qui l'ont utilisé tranquillou pour faire éviter la survenue de fausses couches. Et il a été interdit en 1977. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait chez les enfants des femmes qui l'ont utilisé? Des troubles de fertilité, anomalies de la glaire cervicale, troubles de l'ovulation, etc. Des complications lors de leur grossesse, fausses couches, accouchement prématuré. Donc on a donné un médicament pour éviter les fausses couches aux femmes, pour que leurs enfants se retrouvent avec des fausses couches. Des anomalies anatomiques des organes génitaux, avec des rétrécissements de la cavité utérine ou des utérus en forme de T, des cancers du vagin et du col de l'utérus, ainsi que des troubles psychiatriques. Oui, c'est tout ça, vous le trouverez vérifiable. Donc, il y a quand même un gros problème d'empoisonnement des gens. Il faudrait commencer à prendre ceci extrêmement au sérieux, lire les étiquettes, lire ce que vous mangez, ce que vous ingérez, ce que vous inhalez, parce que si il y a, enfin, le meilleur moyen de réduire la population mondiale, c'est de la rendre stérile. Et si je ne m'abuse, c'est les plans du Club de Rome depuis déjà très longtemps. C'est les plans des Illuminati, c'est les plans de Rothschild, Rockefeller. Ça a été dit, ça a été écrit. Il y a plein de pentes du CFR, de la commission trilatérale, qui ont fait des déclarations dans ce sens. Et là, on observe qu'il y a plein de produits chimiques, dont des produits des grandes boîtes, parce que les petites boîtes misérables, qui font les petites marques là, qui sont inconnues, ils mettent pas tous ces produits. Parce qu'il faut savoir que ces produits ont un coût. Et en fait, les autres, ils les mettent pas. Donc, je ne comprends pas pourquoi en fait, mettre ces produits n'est pas obligatoire. Donc, au lieu d'acheter ces purées pourries, il suffirait tout simplement de se prendre 4 pommes de terre ou 5, de les faire bouillir et de faire sa purée soi-même. Point. Donc, à vous de voir, à vous de vous renseigner. Je pense que ce livre est indispensable. Et voilà, donc je pense que c'est assez grave pour en parler sérieusement et pour faire vraiment très attention. Voilà. À très bientôt et bon courage. Bonjour,
Suite aux nombreux posts concernant les méfaits du fluor et du dioxyde de titane pour notre organisme, présents dans pratiquement tous les dentifrices, y compris les bio, aujourd'hui je vous propose donc de faire vous-même votre dentifrice. Alors pour cela, il vous faut une spatule en bois qu'on utilisera pour mélanger, une cuillère à soupe, une cuillère à café, un compte-gouttes, un bocal en verre, un peu d'eau, de l'argile blanche surfine, celle-ci s'achète en magasin bio, voilà, de l'huile essentielle et du bicarbonate qu'on trouve dans tous les magasins au rayon sel. Alors, donc on va commencer par prendre de l'argile. Hop. Une. Deux bonnes cuillères à soupe. Ensuite, on va prendre la moitié d'une cuillère à café de bicarbonate. On va mélanger un petit peu. Alors le bicarbonate sert uniquement pour la blancheur des dents. Et la désinfection se fera par l'huile essentielle. Donc là, je vais commencer à prendre, parce que j'en ai mis une bonne quantité, donc je prends un petit peu à la petite cuillère. Je vais en prendre deux bonnes petites cuillères, voilà. Ensuite, je mélange un petit peu. Donc, il faut bien mélanger, parce que l'argile va boire l'eau. Il ne faut pas se précipiter à mettre trop d'eau, parce qu'après, ça va être trop liquide. Donc, comme on veut une pâte, voilà, ça devient un peu la pâte, vous voyez. Donc là, je vais mettre mes huiles essentielles, mon huile essentielle. Alors l'huile essentielle, c'est pareil, on n'en met pas beaucoup. Là, on va en mettre 3 gouttes. Voilà. Donc moi, c'est de la menthe, mais vous pouvez mettre autre chose, du thym, du romarin. C'est selon les goûts. Et puis bon. Après, on rajoute au compte-gouttes, c'est pas mal parce qu'on peut bien gérer ce qu'on met. Voilà. Donc on mélange jusqu'à temps d'obtenir une pâte. Donc moi j'en avais préparé un petit peu d'avance pour vous montrer. Donc voilà. Vous avez une pâte que vous allez prendre avec la brosse à dents, voilà, comme ceci. Donc il n'est pas utile d'en mettre un gros tas sur la brosse, parce que ce qui est le plus important dans le lavage des dents, c'est le brossage. Donc le brossage et la désinfection de la bouche en fait. Donc là, la désinfection, elle va se faire par l'huile essentielle et le brossage avec la brosse. Donc c'est pas très utile d'en mettre une grosse quantité. Voilà. Et au moins, vous avez un dentifrice sain et sans fluor, sans dioxyde de titane, sans autres cochonneries que l'on pourrait trouver dans ceux du commerce. Voilà, dentifrice maison, top chrono, 2 minutes à faire et vraiment rien en coût d'achat. Alors, je vous souhaite bon courage et bonne chance pour faire le vôtre. À bientôt, au revoir. Pour faire du lait, aujourd'hui, la société moderne, très intelligente, très subtile, donne comme nourriture au cheptel des OGM, c'est-à-dire des maïs, des sojas génétiquement modifiés, qui contiennent à l'intérieur, bien sûr, des pesticides. Des pesticides. Vous savez que déjà les OGM, ils stérilisent les cheptels. Ce sont des produits extrêmement dangereux, mortels, puisqu'il y a plein de cheptels qui sont morts, puisqu'ils n'ont pas pu se reproduire. Il faut, pour s'en convaincre, voir le film de Marie-Monique Robin, Le Monde selon Monsanto. Donc dans ce lait, vous avez des OGM, puisque la vache les mange, puis vous avez des pesticides. Puisque c'est le principe même de l'OGM BT, là, c'est qu'il y a du pesticide dedans. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que vous avez? La société moderne qui adore le fric,
elle a créé un moyen pour augmenter la productivité des vaches au niveau du lait. C'est une hormone de croissance qui s'appelle le Prozylac. Voilà, encore un produit de Monsanto Corporation, ces criminels génocidaires. Donc vous avez une hormone de croissance à l'intérieur que vous mangez, d'accord, dans vos laitages. Cette hormone de croissance, elle va induire une production de lait qui va créer par cette surproduction des mammites, des infections des mamelles des vaches. D'accord? Donc ça va faire du pus, ça va dégouliner, ça va faire du pus, c'est-à-dire à peu près ça. Donc c'est purulent et ça va couler dans le lait. Bien sûr, le très intelligent agronome moderne a vu qu'il a observé une production purulente, qu'est-ce qu'il va donner à la vache? Un antibiotique. Donc voilà, donc ça donne à peu près ça. Donc dans votre lait d'aujourd'hui, s'il n'est pas biologique, si vous ne surveillez pas ça, vous avez des OGM extrêmement dangereux contenant des pesticides, et vous savez que les OGM sont une tare génétique qui a été sélectionnée comme bonne par des gens complètement fous. Ces OGM, bien sûr, contiennent des pesticides, donc c'est contenu dans votre lait. Votre lait contient du pus, une hormone de croissance qui s'appelle Prozylac, et des antibiotiques, sans oublier, bien sûr, tout ce que la vache va manger, va boire comme autre toxique dans l'environnement. Donc, c'est quand même une situation extrêmement sérieuse, extrêmement grave à méditer. Et la boisson, c'est quoi? Ah, vous allez me dire mon café au lait, mon chocolat au lait, mon tata au lait. Non, non, non. Nous sommes les seuls mammifères adultes, figurez-vous, à boire du lait. Avez-vous vu une vache boire du lait? Peut-être ici en Savoie, mais ça m'étonnerait quand même. Hein. Si vous la voyez, vous m'appelez, vous me faites une photo, hein, parce que ça m'intéresse vraiment. Bon. Donc, ça, c'est pas possible. Nous sommes aujourd'hui en train de boire des laitages alors que nous devons les consommer sous une forme solide, c'est-à-dire sous forme de fromage. C'est pas le yaya, parce que le yaya, comme disait récemment une maman, ma fille, elle les gobe. Elle le gobe. J'ai bien aimé cette expression. Ma fille, elle gobe les yaourts. Combien elle en prend? 3 par jour, 4 par jour. Tellement elle s'en régale. Bien sûr, parce que c'est très bien fait pour que ça ait du goût. Vous comprenez? C'est plein de lactose. Et c'est plein de quoi? De facteurs de croissance. C'est quoi les facteurs de croissance, docteur? Ah, mais les facteurs de croissance, je vais vous expliquer. C'est très intéressant à expliquer. Figurez-vous que dans le lait de la maman, pour son bébé, eh bien, il y a des facteurs de croissance pour le cerveau du bébé. Vous êtes d'accord? Le bébé, 1 an après, il parle, il reconnaît Hollande, Sarkozy et les autres, il n'y a aucun problème. Il reconnaît papa, maman, il commence à parler, à jouer, il sait le bleu, le rouge, il joue, etc. Il est intelligent, il commence à peine à marcher. Il a 1 an. Par contre, le veau, lui, 1 an plus tard, il pèse déjà 365 kilos de plus par rapport à son poids de naissance. Il court, déjà. Il a pu être allaité par sa mère, bien qu'aujourd'hui, on ne le lui donne plus. Le lait de sa mère, il est pour nous. Parce qu'il faut savoir que dans le lait de la vache pour son petit, il y a des facteurs de croissance. Pour un animal qui va prendre 365 kilos, ces facteurs de croissance, c'est quoi? 3 facteurs de croissance. Alors que dans le lait de la maman pour son petit enfant humain, il y en a 7 pour le cerveau, 7 facteurs neurotrophiques. Et dans le lait de la vache pour son petit le veau, il n'y en a que 3. Un qu'on appelle épidermal growth factor, facteur growth croissance, facteur de croissance de l'épiderme, de la peau, de l'enveloppe. Le deuxième, il s'appelle transforming growth factor, facteur de croissance qui transforme les articulations, les muscles, les tendons de l'animal, et Dieu sait qu'il est costaud. Et le troisième, c'est insulin growth factor, c'est-à-dire facteur de croissance de l'insuline, c'est-à-dire insuline, pancréas, tube digestif. Vous voyez? Or, ces facteurs de croissance, ils ne sont pas pour moi, ils sont pour cet animal-là, qui est volumineux. Or, le problème, c'est qu'autrefois, quand ma propre maman faisait bouillir le lait, quand mon père allait chercher le lait chez le vacher, et qu'il rentrait après nous avoir amenés à l'école à la maison, on faisait bouillir le lait. Il y avait la couche épaisse. Et cette couche épaisse, c'était quoi? C'était les facteurs de croissance qui, en termes physiques, étaient floculés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus actifs. Il faut savoir que la formule chimique d'un facteur de croissance, ce sont des ponts disulfures. Vous allez imaginer que ça, c'est une molécule de soufre, et ça, c'en est une autre. Un pont, c'est ce qui relie les deux.
Eh bien, dans le TGF, le transformé grand facteur, vous en avez 9 ponts. Et pour détruire 9 ponts disulfure, désolé, il faut faire bouillir le lait. Or, aujourd'hui, on ne le fait plus bouillir. Il passe à quoi? 98% des 24 milliards de litres de lait passent à ultra haute température. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 135 à 140 degrés, 4 secondes, 3 secondes. Ça, c'est intéressant, parce que vous détruisez les germes, mais vous ne détruisez pas les facteurs de croissance, ils sont solides. J'ai donc fait au nom de Famille de France une saisine au niveau de l'Agence française de sécurité des aliments qui a changé de nom, il ne s'appelle plus AFSA, mais ANSES. Et j'ai obtenu 2 ans et demi pour avoir les résultats. Et pour me donner un polycopier de 98 pages que j'ai regardé d'une manière extrêmement détaillée, et où on vous dit oui, peut-être bien que les facteurs de croissance augmentent les cancers du sein et de la prostate, mais c'est si chouïa. Et quand vous regardez de près, c'est 25 à 30%, c'est pas chouïa, c'est pas vrai. C'est beaucoup. Moi, je ne veux pas avoir un cancer de la prostate, je ne veux pas que ma femme ait un cancer du sein, je ne veux pas que mes amis aient un cancer du pancréas, je ne veux pas avoir des maladies auto-immunes. Or, les maladies auto-immunes aujourd'hui sont liées à 2 choses, les excès de produits laitiers d'animaux trop grands, parce qu'il faut que l'industrie des produits laitiers considère que les facteurs de croissance, il faut les faire disparaître de ceux qui nous font consommer. Or, ils ne les font pas disparaître, ils s'en foutent. Et deuxièmement, c'est le problème de ceux qui créent ce qu'on appelle une porosité intestinale. Alors, porosité intestinale, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez un imperméable qui est poreux, s'il pleut, vous allez vous mouiller, d'accord? Eh bien, quand vous avez un intestin qui est poreux, il faut savoir que l'intestin, ce sont des cellules qu'on appelle des entérocytes, des cellules intestinales qui sont collées les unes aux autres. Il y en a des milliards. Et une cellule intestinale, elle vit 4 jours. Au bout de 4 jours, il y en a une autre. 4 jours, il y en a une autre. Et entre les cellules, vous avez ce qu'on appelle des jonctions serrées. Jonctions serrées. Or, le problème d'aujourd'hui, c'est que le gluten du pain moderne actuel, vous remarquerez que quand vous prenez du pain, ben vous avez des difficultés à trouver un trou dans le pain. Il faut une aiguille pour trouver un trou. Autrefois, vous alliez à 11h30 chercher le pain chez la boulangère, et vous reveniez, vous cassiez la baguette, et vous vous amusiez à en manger parce que c'était bon, et en même temps, on mettait un doigt, l'index, le pouce dans les trous. Il était aéré parce qu'il y a beaucoup de levain. Aujourd'hui, que dalle. Vous avez des levains chimiques, vous avez un gluten qui est extrêmement solide au niveau des protéines qu'on appelle gliadine et gluténine, et qu'est-ce que ça crée? Ça crée que les jonctions serrées entre les cellules intestinales se desserrent. Alors je fais exprès d'élargir, mais normalement ce n'est pas une aussi large, mais à partir du moment où ça se dessert, vous avez une mauvaise molécule qui passe. Elle devrait passer ici à travers la cellule, mais là non, elle passe entre les cellules. Et où elle va? Eh bien elle va là où il ne faut pas aller. Le calcium qu'il y a dans le lait de la vache, vous en avez 4 fois trop pour nous. 4 fois trop. Le lait de la maman contient du calcium, bien sûr, suffisamment pour le bébé. 4 fois moins que le lait de la vache, ce qui est normal, puisque le petit humain, il va prendre 5 kilos en une année, alors que l'autre, il en prend 365. Donc il est normal qu'il y ait beaucoup de calcium dans le lait de la vache. Mais on vous a mis dans la tête que si vous ne prenez pas assez de calcium, vous allez avoir de l'ostéoporose, vous finirez en poussière, ce qui est d'abord certain. Certains, on finira tous en poussière. Mais on vous fait croire que plus vous allez en consommer, et moins vous aurez d'ostéoporose. C'est faux, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. Les femmes au monde qui ont le plus d'ostéoporose, c'est celles qui consomment le plus de produits laitiers. Elles sont en Suède. Janine Le Calvez, je vais revenir sur cette nouvelle étude. Oui. Ces chercheurs ont une forte légitimité. Ils enregistrent toutes les tumeurs primitives du système nerveux central en Gironde depuis 1999. Ils sont donc des chercheurs sérieux. Ils ont lancé un programme pour examiner les liens entre tumeurs et pesticides, solvants ou encore champs magnétiques depuis 2004. Précisément les résultats qui nous intéressent aujourd'hui. Les prélèvements ne concernent non seulement
concerne non seulement des habitants de Gironde, mais aussi de l'Hérault, du Calvados, de la Manche. 450 cas de cancer ont été examinés. Près de 900 cas témoins aussi ont été examinés. Des témoins qui, eux, n'étaient pas malades. Chaque personne a été interrogée sur son utilisation du téléphone portable et son état de santé mis en corrélation. Et pour l'équipe scientifique, c'est la conclusion de cette longue étude et sérieuse, il est impossible de dire que les cas de tumeurs cérébrales sont liés à l'emploi régulier d'un portable. C'est vrai. En revanche, il est certain que pour ceux qui ont passé plus de 15 heures le téléphone à l'oreille au cours d'un mois, plus d'une demi-heure par jour, le risque de tumeur est 2 fois plus élevé, c'est cela? Il est même 4 fois plus élevé selon les résultats 4 fois même, selon même les résultats de l'étude, puisque l'odd ratio qui est donné est de 4 avec un bon coefficient d'incertitude. Donc effectivement, si je lis les tableaux, il est 4 fois plus élevé. Le 2 fois plus élevé, ça concerne le nombre d'heures cumulées. D'accord. Si vous avez dans votre vie utilisé le portable plus de 800 heures, eh bien le risque est multiplié par plus de 2. Oui. Donc, mais si l'intensité d'utilisation est de plus d'une demi-heure par jour, le risque là est multiplié par 4. Or, si on réfléchit... Mais une demi-heure par jour, Janine Le Calvez, c'est peu. Oui, c'est très peu, justement, j'allais vous le dire. Oui. Mais ça veut dire une demi-heure quoi? Le portable contre l'oreille? Ah, je pense que c'est l'utilisation du portable en téléphone. D'accord, oui, ça, d'accord. Je pense. Ce n'est pas précisé, mais je pense. Oui. C'est-à-dire que si on envoie des SMS avec son portable, on ne risque rien. Oui, je pense pas qu'on puisse dire qu'on ne risque rien. Le portable est toujours à côté de vous. Il émet des ondes. Donc Oui. on ne peut pas dire qu'il peut vous risquer moins. Par contre, je pense que le lien avec le cancer du cerveau est plus lié à l'utilisation du portable à l'oreille. L'utilisation du portable à l'oreille. Vous battez d'ailleurs contre cette utilisation. Hein. Écoutez, vous réclamez des mesures de protection réelle de la population et plus particulièrement protection pour les enfants. Tout à fait. Alors nous sommes pour que les alertes maintenant soient claires. On a des études de l'équipe Ardel en Suède. On a les résultats d'Interphone et cette étude française, elle vient totalement confirmer les résultats antérieurs. C'est-à-dire que, effectivement, s'il y a une faible utilisation, une faible durée d'utilisation du portable, on ne voit rien au niveau statistique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais au niveau statistique, on ne voit rien. En revanche, au-delà d'un certain temps d'utilisation, alors pour certaines études, c'est en termes d'années d'utilisation, pour d'autres, c'est en termes d'heures d'utilisation, pour d'autres, c'est en termes d'intensité d'utilisation, mais en tout cas, on sait qu'au-delà d'un certain temps d'utilisation, eh bien, les risques sont accrus. Et ça, c'est un vrai problème. Et maintenant, il faut que ce soit clairement dit. Nous demandons à ce que ce soit affiché sur le téléphone portable lui-même. Nous demandons à ce qu'il y ait de grandes campagnes d'information. Et surtout, imaginez-vous, au-delà de 800 heures, donc le risque est multiplié par 2 pour des adultes. On sait que pour les enfants, le risque est plus grand. Oui. Or, des études portent sur des adultes. Donc, les enfants commencent à utiliser, hélas maintenant, le portable à partir de 12-13 ans. Les 800 heures, mais ils vont les avoir, mais très rapidement. Je pense que là, il est temps de dire attention, alerte. Et tout ce qui est kit main libre avec oreillettes, etc., etc., c'est moins mauvais? Ça diminue l'exposition. Le risque? Donc, ça diminue l'exposition. Ça ne l'éteint pas, mais voilà, ça le diminue. Ça le diminue, voilà. Oui, je comprends. Merci, Janine Le Calvez. Proposition de loi qui a été adoptée en première lecture le 23 janvier dernier. On ne sait pas, donc ça va passer maintenant au Sénat en seconde lecture. Comme on a changé de gouvernement, en tout cas c'est plus le même Premier ministre, on va voir si le gouvernement est toujours disposé à ce que cette proposition de loi passe, sachant que cette proposition de loi est un minimum, c'est déjà important mais c'est un minimum, il faudrait bien plus. Globalement la population est informée du sujet. Chaque fois qu'il y a un nouveau projet d'implantation d'antenne relais, en fait, les gens s'informent très très vite.
et s'intéresse au sujet. En revanche, ce que notre action n'a pas fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment un changement de comportement par rapport à son portable. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est plus dangereux pour le voisin. Les gens de 30 ans vont penser que c'est plus dangereux pour les ados plus pour les personnes âgées, etc. Mais quand même, les gens savent qu'il y a un vrai problème. Ils attendent que le débat soit tranché. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le débat est déjà tranché. Quand on utilise le téléphone portable, c'est intéressant de savoir qu'on peut aller sur le site de Robin des Toits pour savoir comment faire, mais on peut aller aussi sur le site des opérateurs ou du gouvernement. Et on verra qu'en fait on a à peu près les mêmes préconisations, sauf que malheureusement on fait beaucoup de publicité pour se surexposer et pas avec les bons éléments de protection, à savoir qu'il faut utiliser son téléphone le moins possible, avec un kit moins libre à fil, pas le Bluetooth, qu'il faut éviter d'utiliser le téléphone dans ce qu'on appelle une cage de Faraday, c'est-à-dire pas dans le train, pas dans une voiture, pas dans le bus, pas dans l'ascenseur, parce qu'on a ce phénomène de cage de Faraday, c'est-à-dire qu'on est dans un piège à ondes, on va dire, un habitacle avec des parois métalliques qui fait que le téléphone est obligé d'émettre à fond pour sortir de ces habitacles et les antennes obligées d'émettre à fond pour transmettre les communications. Et donc on peut même parler il y a des réflexions d'émissions sur les parois métalliques, et on peut même parler de téléphonisme passif pour les gens qui se trouvent à côté de vous quand vous téléphonez en voiture, en train, etc. etc. Donc voilà, ça c'est des choses à éviter. Les femmes enceintes devraient ne pas téléphoner le temps de la gestation, et par ailleurs on ne devrait pas donner de téléphone aux enfants, idéalement de moins de 14 ans. La 4G, c'est pas une bonne nouvelle en fait, parce que ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans le cadre du Grenelle des ondes qui s'est tenu en 2009, et puis qui a duré jusqu'à il y a 1 ou 2 ans, nous étions partie prenante et nous avons demandé au pouvoir public, puisque la 4G n'était pas encore lancée, qu'elle était simplement au projet, qu'on fasse comme on fait en pharmacie, c'est-à-dire qu'on teste la technologie sur le plan sanitaire avant de la lancer sur le marché. À chaque fois, on nous a répondu que c'était une bonne idée, et puis en fait, on n'a rien fait. Donc les pouvoirs publics et les autorités sanitaires ne se sont pas donné les moyens de savoir a priori si c'était dangereux ou pas. Donc à nouveau, on traite la population en cobaye. Très souvent, ces implantations sont faites dans l'opacité la plus totale, pour éviter précisément de traiter les gens de manière démocratique, c'est-à-dire de leur demander leur avis, de savoir à quelles conditions ils veulent bien, etc. Puisqu'en fait, ce pourquoi on lutte, c'est un abaissement du niveau d'exposition. Donc on a participé pour Robin des Toits à des milliers de ce genre de réunions, où sont présents à la fois les autorités locales, donc il faut saisir le maire quand on a un projet d'implantation, les opérateurs, et souvent nous, Robin des Toits. Et à l'issue du débat, les gens tombent d'accord avec nous en général en disant, écoutez, si on n'est pas exposé à plus de 0,6 volts par mètre, 0,6 volts par mètre étant le niveau d'exposition que recommande le Conseil de l'Europe. Si on n'est pas exposé à plus de 0,6 volts par mètre, on veut bien avoir des antennes. Malheureusement, les opérateurs, eux, refusent, puisque la législation à l'heure actuelle leur permet d'aller jusqu'à 41 volts par mètre, qui est un seuil gigantesque qu'on n'atteint jamais. C'est un peu comme si je vous disais d'éviter de dépasser le 800 km/h sur autoroute. Mais ils ne veulent pas respecter ce niveau de 0,6 volts par mètre, dont on a pu montrer d'ailleurs qu'il est parfaitement valide et qu'il fonctionne techniquement dans le cadre du Grenelle des ondes. Mais simplement, ça rendrait la technologie un peu moins rentable. Donc, ce que les gens doivent faire quand ils sont saisis d'une implantation, c'est demander une réunion publique en mairie et avoir le droit donc de s'exprimer et de donner leur avis démocratiquement sur cette implantation. Qu'on en parle très souvent, qu'on a on a eu des antennes relais qui ont été déplacées des écoles, ça c'est le soir qui parle des antennes GSM et qui nuisent à la santé. Le Wi-Fi c'est exactement pareil, je déconseille totalement les gens de mettre le Wi-Fi à la maison, achetez un câble, et puis c'est tout, c'est clair, je vois pas où il est le problème, il n'y a pas d'interférence avec le portable, on risque pas de perdre de données, et la connexion est tellement meilleure.